j'ai commencé une vidéo ce matin sur je voulais faire une série et puis bon, c'est un peu compliqué, ça part un peu dans tous les sens dans ma tête parce que bon, je comprends des choses aussi en même temps. Et puis il se passe des événements en fait, donc enfin il se passe des événements, c'est la situation, elle est pas simple. Euh, on coupe le générique. Euh, je suis allé voir il y a le pass vaccinal en fait qui doit être proposé à l'Assemblée. Il devait être proposé début janvier et puis en fait ils accélèrent hein, sans dire la raison vraiment. Il y a donc on parle de laisser passer. Hein, on parle de laisser passer. Il s'agit d'un laissez-passer qui pourrait permettre de son détenteur de se rendre dans un autre pays. Bon, voilà. Ça ressemble quand même vraiment à l'occupation. Hein, l'occupation allemande. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 17 décembre que le gouvernement va déposer un projet de loi au Parlement pour transformer le pass sanitaire actuel en pass vaccinal. Donc voilà, pour pousser les 6 millions de Français hein, qui restent, donc y compris les enfants, donc euh, ce chiffre, c'est le chiffre qui donne, quoi. Hein. Après, je suis pas sûr qu'il y en ait peut-être pas plus quand même. Et puis bon, c'est toujours donc une logique de chantage, hein, c'est-à-dire qu'on va, comme déjà là, il fallait ceux qui n'avaient pas le pass, ils devaient payer un test tous les 48 heures, ça coûte une fortune en fait. Hein. Donc très rapidement, les gens ont dû se dire ouais non mais ça va, je vais pas payer à chaque fois que je veux aller au resto ou boire un café, je dois payer 30 euros de test. Donc, comme le but pour eux, c'est de dégager toujours de profit, hein, plus de profit, donc du coup, hein, ils n'ont pas hésité à faire payer les tests. Hein. Puis ça doit mettre les Français en colère, forcément. Donc ils disent, du coup, tout le monde vacciné, hein, parce que de toute façon, on va mettre les restaurants, on va mettre passe obligatoire dans les supermarchés, on va mettre les passes obligatoires. Il n'y a plus que les supermarchés qui sont. Donc ça veut dire qu'on va affamer les gens qui n'ont pas le pass sanitaire, hein, s'il faut le pass vaccinal maintenant pour aller au supermarché. Donc le but c'est de le rendre obligatoire, mais sans que ça. Alors, donc la question que je soulève, c'est pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas rendu obligatoire d'entrée de jeu. Et la réponse que je donne, c'est parce que dans le droit fondamental, mon cher Jean Castex, même le droit tout court, hein, la propriété, si on peut parler d'une propriété d'une maison, d'un bien immobilier, certes, mais dans le droit, il y a aussi la propriété du corps. C'est-à-dire qu'on est justement, c'est pour ça que le viol est un crime, hein, parce qu'on est propriétaire avant tout de notre corps. Donc venir tenter à nos jours, enfin tenter d'agresser notre corps, quel qu'il soit, que ce soit une agression psychologique ou physique, c'est un crime, c'est répréhensible par la loi. Donc comme ça, les juristes, le droit, lui, il le sait. Hein, donc le gouvernement, il est obligé de contourner en fait hein, il peut pas imposer par la loi. C'est pour ça qu'il l'avait dit. Hein, et maintenant on dit ouais, ils se contredisent. Non, non, mais c'est pas qu'ils se contredisent, c'est que en fait, fondamentalement, on n'a pas le droit d'imposer. Le corps, il est sacré comme la propriété, elle est sacrée. Et étant donné qu'en plus les riches, ils s'appuient quand même, enfin ceux qui ont du pouvoir et de l'argent, ils s'appuient quand même sur leur propriété, sur leurs biens. Donc, si on s'attaque à la source de cette propriété, hein, donc vraiment le propriétaire en lui-même, bon, il y a tout qui s'effondre. Hein. Donc, oui, il faut être cohérent. Et du coup, voilà, c'est inquiétant. Donc, ça m'oblige un petit peu à accélérer un petit peu l'analyse et pas m'en tenir simplement à voilà, une longue analyse bien approfondie d'un discours du franc-maçon, pardon, du grand maître du Grand Orient de France franc-maçon. Donc on apprend, c'est la plus grosse loge de France. Et on apprend donc enfin son grand maître était un anarcho-syndicaliste hein, en fait. Hein, quand il était jeune, il avait 20 ans, il était à la CNT. Hein. Bon, maintenant il est directeur commercial de chez Renault. Voilà, et grand maître. Donc bon, on voit que c'est pas vraiment un anarchiste, mais c'est cette tendance justement vers la laïcité, hein, où ils ont organisé un espèce de faux débat entre deux, avec plutôt un partisan de la religion. Bon,
Le problème, je pense, il est surtout au niveau de la confrontation entre les loges, entre elles, entre donc la loge principale qui a tendance un peu donc libertaire, mais en fait plutôt libérale, voire libertarienne, donc très portée sur la finance et voilà, la liberté absolue finalement c'est le marché, hein, c'est les lois du marché, c'est une libre concurrence non faussée, non faussée. Si voilà justement elle est tellement sauvage au niveau spéculatif, même si l'OMC tente de réguler un petit peu les flux, voilà, la source financière, elle est tellement sauvage, hein, avec la City, Wall Street, bon, on connaît le sujet, enfin voilà, on imagine toujours, hein, la bourse avec des gens complètement survoltés qui spéculent. Bon, maintenant ça se voit plus, c'est derrière les ordinateurs et puis c'est diffusé, tout le monde peut investir dans l'immobilier, en bourse, donc, donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Et, euh, et puis bon, c'est le plus gros, le Grand Orient, c'est le plus gros, donc c'est eux qui ont le plus d'influence. Mais il y a des loges nationales aussi, maçonniques, plutôt nationalistes, parce que là on voit bien que lui il est plutôt mondialiste, hein, c'est un homme mondialiste. Donc, mais c'est pas l'international anarchiste non plus. Donc là on parle. Alors donc oui, il y a une autre aussi. Voilà, alors celui-là, donc du coup, on peut rebondir voilà, sur cette interview des Lucides. Donc, c'est plutôt une chaîne de droite, en fait, et Lucide, Matinaux qui nous regardaient en direct. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de qui est, chroniste. donc, qui est reçu quand même sur le Média TV, qui est plutôt quelque chose de gauche, quoi, plutôt. Donc, on voit un peu le mélange hein, en ce moment, hein, le mélange des genres. Donc, est-ce qu'on peut parler de rouge-brun moi, je dirais qu'il y a justement, hein, par rapport à ma théorie, c'est que j'essaye justement de construire quelque chose. Je voulais travailler avec vous sur un schéma et puis faire un peu de l'analyse économique et politique en construisant un schéma ensemble, en fait. On pouvait aller dans le détail, mais je vais déjà tester là. Je vais enregistrer, je vais voir si le format est bien, si je maîtrise un peu le logiciel parce qu'il est un petit peu capricieux. Euh, donc voilà, Élucide en fait nous 2022 vers une bonne grosse guerre. Donc euh, Élucide en fait bon c'est 23 décembre hein, donc moi ça fait quelques temps déjà hein, que j'essaye de soulever le problème sur mon mur et bon c'est bien du coup moi ça me fait comme un dialogue interposé quoi, un direct un petit peu comme si on me répondait. Euh, Donc il dit beaucoup de choses là. Il décrypte un petit peu ce qui se passe au niveau de. Il parle de Maastricht, ouais, déjà au départ, et il fait un petit historique un peu sur l'Europe. Et il crée un petit peu un schéma de cohérence, quoi, hein, d'une évolution européenne depuis les années 90 déjà, hein. Il revient aussi sur le TCE en 2005, hein, et puis cette accélération qu'il y a eu un petit peu. Cette emprise en fait hein, de l'Europe sur l'État, le droit national en fait, hein, comment le national. Et donc le projet c'est de faire un État fédéral. Donc on peut dire que c'est déjà un peu le cas, voilà, avec une commission aussi qui oriente tellement voilà, qui est assez dure. Donc on peut dire que à la tête de l'État c'est la Commission européenne et après bon il y a le Parlement en dessous qui gère un petit peu mais déjà avec une monnaie unique et puis une commission forte comme ça, et puis même un conseil qui est représenté par les États-nations de l'Europe, le Conseil européen, mais bon, on sait comment se déroulent nos élections hein, au niveau national. Donc on voit, voilà, on voit vraiment, c'est là-dessus qu'il insiste, bon, que ça vient vraiment du dessus. Et bon, en même temps, ils le font passer, ils essayent de récolter, il leur reste encore 10 000 € à récolter. Enfin, rien que dans l'émission, ils ont récolté 6 000 €. Il y a un espèce de, voilà, un média casino, hein, on voit bien que cette logique, ouais, vas-y, on fait des heures d'antenne, on fait de l'audimat, ça rapporte de l'argent, on est toujours dans cette logique, bref. Donc voilà, les budgets militaires. Donc là, après, il aborde aussi le problème de l'OTAN. Enfin, bon, l'idée, c'est de dire, voilà, hein, c'est géopolitique, enfin, c'est spatio-temporel, hein, quantitatif, en fait, hein. Les États-Unis, ils sont 450 millions. L'Europe, on est 300 millions à peu près. Donc, bon, pour rivaliser contre l'Inde et la Chine et voilà, hein, et la Russie,
parce qu'après avec la Russie, il y a l'Ukraine au milieu, c'est un peu compliqué tout le temps avec les Allemands qui, bon, veulent, il y a toujours cette mentalité en fait du Reich, en fait c'est cet aigle là, hein, que ce soit Napoléon, l'Allemagne ou les États-Unis, hein, cet aigle qui plane, je suis au bon endroit, ouais, qui plane au-dessus de, voilà, au-dessus de l'Occident, quoi, hein. Donc on est toujours dans cette complexité un peu, puis un espèce de retour du New Deal où on essaie d'orienter l'économie. Il explique aussi, par exemple, le protectionnisme américain et comment, par exemple, Joe Biden va donner 10-12 000 dollars de crédit comme ça pour acheter une voiture électrique. Et nous, en fait, nous, on achète des voitures et donc en interdisant d'acheter, c'est-à-dire que si vous voulez le crédit de 12 000 dollars pour acheter une voiture électrique, il faut que ce soit une voiture américaine. Sinon, donc c'est protectionniste américain. Et nous, en France, c'est une loi qui fonctionne pas en Europe. Elle est pas, il n'y a pas de protectionnisme comme ça. Et c'est comme ça depuis longtemps, hein. Donc, comme ça, les Américains, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi, hein. S'ils veulent importer, hein, ils ont trop de... Hop, ils exportent en Europe. Et sinon, voilà, ils peuvent jouer sur le marché européen de cette manière, grâce à leur protectionnisme, que nous, on n'applique pas en Europe. Parce que justement, on critique leur protectionnisme. Du coup, voilà, il évoque aussi un petit peu les conflits entre l'Angleterre et les États-Unis, hein, qu'il y a eu au Canada. Voilà, le problème il est vraiment complexe, hein, et que aussi l'Allemagne aussi qui est en proximité de l'Ukraine et puis pas loin la Russie, a d'autres, avec une industrie forte aussi, et puis plus obéissante, un peuple plus obéissant, plus voilà, plus fort, et puis qui domine l'Europe, hein, voilà, l'Allemagne, c'est pas rien. Et puis bon, voilà, les vieux souvenirs en tenant compte du passé, hein, voilà, l'empire allemand, qui s'étendait. Donc voilà, cet aigle qui plane, puis bon, voilà, Napoléon avant. Donc cet aigle qui plane sur notre tête. Et quand on voit les budgets militaires, oui, voilà, ça reste quand même très largement les Américains qui dominent, qui vendent des armes en plus à la France, qui elle va vendre des armes en Afrique. Donc voilà, c'est donc, voilà. Donc est-ce qu'on va vers la guerre? Oui, alors dans le sens où la Commission est en train de est en train de préparer un nouveau traité constitutionnel européen qui est passé un peu de force déjà à l'époque et qui est plus dur que Maastricht, où Maastricht déjà donnait bien une orientation libérale à l'époque. On voyait bien le virage qu'on était en train de prendre. Mais à l'époque de Maastricht, il y avait encore un esprit un peu de développement, une idéologie de croissance qui était encore là, partagée. Alors qu'à partir de 2001, du World Trade Center, on voit bien que le monde a basculé, bon, jusqu'en 2008, où là, il y a eu vraiment une crise majeure, euh, qui a inversé un peu la polarité, hein. On se retrouve avec des taux négatifs aujourd'hui, donc une économie qui marche à l'envers, en fait. On maximise les profits pendant que les ressources s'affaiblissent, voilà. Donc c'est ça qui est inquiétant. Bon voilà, moi j'essaie de croiser un peu tout, hein, l'aspect voilà, militaire, démographique, économique, écologique, social, culturel. Voilà, essayer de voir un peu toutes les dérives en fait qu'on peut constater, même jusqu'à l'esthétique, hein, jusqu'à l'art. Ça se voit quoi en fait, hein, quand le monde s'enlaidit et court vers la guerre. Donc il y a des bonnes citations et tout aussi dans cette interview. Je crois qu'il y en a une fois, hein, qui, euh, elle est de qui cette citation. Et à la fin, ouais, voilà, ils ont fait pas mal d'argent. Bon, donc voilà. Donc je voulais aborder un peu ce sujet, hein, parce que c'est ce qui me préoccupe en fait en ce moment. C'est cette tension en fait internationale. J'ai regardé aussi des reportages un peu encore, hein, sur la Chine. Je m'essaie de comprendre ce qui se passe et où il y aurait vraiment un clivage sur l'avenir du monde en fait, hein. C'est ça qui peut être à l'origine d'une guerre, hein, surtout que maintenant bon, l'identité mondiale elle existe vraiment à travers l'ONU. Et si on a une Chine donc très puissante, qui est en train de monter en puissance, qui veut aller dans un sens, qui n'est pas celui des droits de l'homme, si nous, Européens, on
parvient pas à se remettre en question en fonction de cette évolution terrienne, planétaire, quoi, hein, d'un peuple chinois et des Indiens et tout l'Orient, le Grand Orient justement, qui se développe à vitesse grand V. Il faut trouver, sinon ça va partir en guerre mondiale effectivement. Donc l'idée c'est bon bah voilà, avant c'était donc l'Occident et la Russie, donc le communisme et le libéralisme, hein, et on a vu que c'était un peu un rapport espace-temps, c'est-à-dire communisme, l'État, bon jusqu'à nationaliser les banques, c'est là où ça va trop loin, je comprends en fait un petit peu avec le temps. Euh, donc quand ça va trop loin, ça part voilà, en Staline ou Pol Pot, hein, ça peut aller très loin. Et puis ils se sont toujours fait la guerre en fait tous les deux. Et puis de l'autre côté, bah, plus donc le libéralisme, individualisme, self-made man, c'est-à-dire la liberté absolue un petit peu, hein, dans le sens que le meilleur gagne, quoi. Alors que bon, l'autre approche, donc là on est plus dans le temps. Justement, on est tous des petits temps, les petits brins d'herbe, hein, dans un champ. Le champ c'est l'espace et nous on est tous des petits temps et on compose le champ d'herbe ou de particules. Enfin voilà, moi je le compare à des petits brins d'herbe, on est des petits temps. Et donc la vision libérale, ce serait voilà la vision de chaque petit brin d'herbe, et la vision communiste, ce serait on fait un zoom arrière et on voit le champ en entier. Mais c'est la même chose. Et donc là, il se passerait à nouveau un phénomène comme ça, hein, de disjonction un peu spatio-temporelle. Et, euh, et en fait, voilà comment je vois le truc. C'est en train de se configurer un peu dans ma tête. Ce serait plus donc les partisans, ceux qui veulent, qui restent donc l'espace, donc dans le sens la Terre, hein, on reste sur Terre et on maintient nos principes, on reste accroché au passé. Et le temps, donc parce qu'on est tous des petits temps, donc on est en compétition les uns les autres. On voit Elon Musk, Jeff Bezos, ils partent dans l'espace, dans des satellites, donc ceux qui veulent conquérir l'espace à tous les prix. Donc le capitalisme, donc l'État d'un côté, ceux pour l'État de la Terre, l'État planétaire, voilà, et puis de l'autre côté, ceux qui veulent, qui partent. Mais bon, ça c'est en chacun de nous. Alors après, c'est ce que ce serait Orient-Occident, ceux qui polluent, qui consomment de trop, donc ceux qui veulent conquérir l'espace, la Californie, tout ça, et donc du coup ils sont tellement dans coûte que coûte, à tous les prix, il faut qu'on aille sur Mars, même si voilà, ça entretient des guerres et on utilise des matériaux voilà. Ou alors bah, les Chinois qui eux veulent un monde pas forcément libre, mais garder une humanité. Voilà, hein, c'est très populaire, c'est la Chine populaire, donc c'est que ça reste, c'est le peuple qui maintient l'ordre en fait, hein. Que ce soit pas un ordre qui vient. Mais bon, c'est vrai que chez eux, ça se transforme en forme d'un État assez totalitaire. Mais si on comprend ça au niveau de la planète entière, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de totalité du point de vue de notre condition terrienne en fait, hein. Donc un totalitarisme dans le sens, bah, une identité unique en tant qu'origine terrienne. Et puis, bah, c'est un partant de cette totalité, une liberté absolue de chacun de pouvoir aller coloniser l'espace. Et enfin, coloniser, c'est pas le bon terme, quoi. C'est plutôt voyager, hein. Et justement, sortir de cette idée de colonialisme qui est destructeur, qui est autodestructeur au final. Et du coup, partir à la conquête des étoiles dans un sens un peu plus. Euh, un peu plus en conservant notre humanité en fait, sans se laisser emporter par une machine de guerre qui est là en fait pour nous aider à développer nos technologies, nos facultés, mais pas pour se retourner contre nous. Bon voilà, alors et donc j'aurais bien continué un peu la franc-maçonnerie. Donc bon, l'idée que je veux retenir, c'est que les francs-maçons, enfin le Grand Orient de France est dirigé par un anarchiste, un ancien anarchiste, hein. Et donc là du coup, Bon, là il y a une interview de Gilet Jaune, c'est assez récent, 23 mai 2021. C'est Mehdi Belhaj Kassem, hein. Je devais faire une vidéo sur lui dans son interview de François, mais voilà, là, j'ai trouvé une autre vidéo où c'est plus rigolo. Il a son bonnet là, un gilet jaune et puis un anarchiste derrière. Donc en se rappelant que voilà, le Grand Orient de France, hein, bah, il est dirigé par un ancien de la CNT, hein. Donc voilà, bonjour les amis, donc vous c'est la laïcité, c'est bon, voire plus,
En même temps, hein, la scientologie, tout ça, hein, c'est facile de s'infiltrer après, hein. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Urotois. Aujourd'hui, nous sommes avec Mehdi Belach Kassem et on va parler anarchie. Anarchie à travers. Mais peut-être que ça fait un double, je devrais mettre mon casque parce que ça fait peut-être un son double. Je vais peut-être mettre mon casque. Attendez, on va écouter. L'histoire à travers. Donc, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il dit Citoyen. Bon, il le présente un peu au début, il a écrit plein de livres, c'est très prosaïque ce qu'il fait. Voilà, il écrit, blablabla, c'est un peu compulsif. Tu es directeur de publication dans la collection Anarchie. Bon, voilà, directeur de publication. Déjà, il y a une contradiction parce que collection anarchie, il n'y a pas de directeur. Bon, faut savoir l'autorité. Celle qui affecte l'humanité plus que l'anarchie, parce qu'on va voir que l'anarchie. Je vais mettre mon. Bon, ce midi, bon, il dit au début, il dit moi j'ai écrit des livres, j'essaie de m'en sortir. Hein, il a pas l'air d'en vivre beaucoup, quoi. Il dit bon voilà, je fais modestement, j'ai fait que ça de ma vie. Hein, j'ai écrit des livres et il essaye de. Attendez, je mets mon casque. Voilà. Est-ce que ça va aller? Merde, ça a sauté. Oh là là. Bon, on va arrêter. Attends. Là. Non, il est là, c'est bon. On va continuer un peu, ça fait que 20 minutes seulement. Voilà, c'est bon. 22 minutes 22. Allez, on continue. Alors, l'anarchie, c'est plus complexe qu'on croit. Plus complexe qu'on croit. Ouais, c'est quoi la complexité? Vas-y. Ah oui, il a inventé un concept, le pléonectique. Ça, c'est très intéressant ce qu'il fait. Là, c'est un vrai travail philosophique, ça. Bon, le problème essentiel, c'est évidemment eux, c'est les milliardaires. Bon, j'essaie de déconstruire un peu son discours, enfin de vous montrer là où il n'a pas pensé justement le problème de la spatio-temporalité, ou un problème de la spatio-temporalité qu'on retrouve, hein, dans le hall de l'anarchie. Hein. C'est temps, espace, espace-temps, hein, le fondement du tout. Donc on va creuser dans ce sens-là. Ah voilà, donc pour lui c'est ça le problème, c'est la cause de notre chute de civilisation un petit peu, c'est les gens qui savent pas s'arrêter, ils veulent plus, ils consomment et c'est eux qui posent problème en fait dans une société énergivore quoi, hein, de consommation. Voilà, ouais, suicide planétaire. Alors que bon, c'est vrai que moi j'explique ça un petit peu au contraire, vraiment de façon, le suicide il est psychologique quoi. Il y a un truc, bon, on voit qu'il est pas très il doit prendre des traitements, je crois, il doit consommer des médicaments à mon avis parce que donc le suicide il est alors donc oui effectivement la responsabilité des riches qui consomment trop et qui polluent, ouais c'est vrai que c'est, mais bon c'est nous qui nous suicidons quoi, c'est pas eux. Tu as fait partie du collectif Tikkun. Donc, ceux qui savent, voilà. Enfin si justement voilà, c'est de voir un petit peu que l'aspect bon voilà, il passe tout de suite à autre chose, ça l'emmerde un peu, c'est très court, alors il est un peu embêté. Il aurait voulu une interview plus longue où il puisse s'exprimer plus longtemps à mon avis. Donc
Bah fais comme moi, Mehdi, hein. Tu ouvres ta chaîne et puis tu blablates, tu t'en fous. Donc ouais, donc voilà, je pense que le côté suicidaire, il est peut-être justement dans le fait qu'on n'arrive pas à expliquer, on va pas jusqu'au bout du truc. Du coup, il y a une angoisse existentielle, un truc, machin, un vide, où les humains, bah, ils sont tellement face à un phénomène qu'ils n'arrivent pas forcément à formuler, à comprendre, à partager entre eux, que si tu leur dis, bah voilà, il faut te sacrifier, là, il faut que tu meurs pour le climat, pour sauver les futures générations, qu'on est trop nombreux sur Terre, bah ils iront se faire vacciner, quoi. Et là, ce sera plus un suicide planétaire, ce sera un génocide, un auto-génocide organisé parce qu'il nous manque quelque chose et qu'on se retrouve avec des grands maîtres de loge anciens anarchistes à la tête du Grand Orient, quoi. On voit les références. Tu travailles sur le concept de Vichy biopolitique, le système dans lequel on vit actuellement. C'est méchant pour Vichy. Vichy était un système. Ouais, alors là, il exagère, hein, mais je vois ce qu'il veut dire un petit peu, mais il déforme, il caricature un peu, il fait un sketch un peu là avec son bonnet et son gilet jaune. C'est plus gentil, à mon avis, que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors bon, les anciens qui balançaient les gens dans les laisse tomber, ils les laissaient crever de faim dans les fours à ciel ouvert dans des sales camps et à la fin ils les ont cramés. Bon, alors effectivement, si on compte par rapport au nombre de morts que ça fait, bah, souvent je fais le calcul. Moi, je dis les victimes de la faim, c'est 30 millions par an. C'est une Shoah par an, quoi, en fait. Mais après, c'est voilà, les morts du cancer, de la pollution, de toute cette industrie, de tout. C'est vrai, si on fait le calcul, les suicides, tout ça. Si on fait le calcul des victimes de ce système ultralibéral sans scrupules et sans et comme ça, destructeurs, ouais, effectivement, ils sont peut-être plus dangereux, mais il faut voir l'évolution des mœurs aussi. Et puis, c'est peut-être plus sournois, justement. Ça passe par. C'est-à-dire que j'avais comparé les trains aux médias mainstream. C'est-à-dire qu'avant, on emmenait les gens par train dans les camps de concentration. C'était une grosse mécanique, alors que nous, c'est plus une société de l'information, quoi. Enfin, de pseudo-information. Et donc pour nous conduire psychologiquement vers non pas un camp de concentration avec un four, mais des banlieues, des ghettos, où il y a des caméras de partout qui nous surveillent, et puis le vaccin. Et donc c'est juste, c'est la même chose, mais il faut juste le transposer avec la technologie de son temps et l'idéologie. Mais ils étaient bien plus durs à l'époque. C'était des, alors que lui, il fait un jugement de valeur en fait, hein. Il va dire ouais, oula, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est méchant, et donc il accentue. C'est-à-dire que ça contribue au spectacle, hein. Parce que voilà, il est avec l'anarchie derrière, hein, je rappelle, hein, Grand Orient de France, c'est la République française, c'est ça, hein. Donc il est en train de critiquer l'anarchie qui inspire elle-même le Grand Orient, qui dirige la France laïque. Donc bon, Je pense que Pétain, à côté de Macron, c'est peut-être le plus joueur, ouais, alors que bon, remarque, après, il paraît que bon, Pétain était un homme assez libertin, très libertin, et bon, Macron, enfin, dès qu'on arrive au pouvoir, ouais, c'est voilà, c'est. de même que Hitler, Goebbels et Himmler. Je citerai pas de nom, mais par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, c'est pas les plus joueurs. Ouais, quand même, hein. Attends, les mecs qui partaient dans le désert avec leurs chars, machin, c'était des furieux avec leurs armes. À l'époque, c'était des trucs super lourds, super, c'était des bonhommes, hein. Alors qu'aujourd'hui, tu les vois dans leur bureau avec leurs cravates, d'accord, ils détiennent les rênes du pouvoir, mais tu leur mets trois claques et puis ils dégagent, hein, sans Tu déconner. penses qu'on en est à En principe, ils se font du bien. Voilà. Et Ah oui, alors moi, il a travaillé sur le mal. Alors donc il dit que les philosophes ils sont là pour dire le bien, et lui en fait il a voulu rester fidèle à la philosophie, donc du coup il creuse la question du mal. essayer de faire un grand pas en arrière. Et en ce moment, avec la crise sanitaire, je me rends compte que beaucoup réfléchir sur le mal. Pas mal son idée de faire un grand pas en arrière et beaucoup réfléchir sur le mal, ça rejoint tout à fait, mais ce que j'avance un petit peu sur la perception de la franc-maçonnerie, on a bien vu dans l'interview là, hein, à l'ESEC, là, des francs-maçons, trois fois ils le disent, hein.
Oui, oui, la franc-maçonnerie vient du début 18e. C'est-à-dire qu'il se passe le mot, hein, entre francs-mac et il faut bien dire en public. Donc, ouais, je crois au moins 3 ou 4 fois ils l'ont répété. Ils sont revenus sur cette période et tu sens vraiment le marketing du mystère, du secret, tu vois, où ils ont. Donc, non, voilà, ouais, c'est quand il allait très très loin en arrière et que les philosophes, ils ont tendance à distiller le bien, la morale, ce qu'il faut faire, la conduite pour que ce soit vendeur, grand public. Enfin, voilà, un philosophe, faut qu'il envoie une bonne image. Et donc lui, bah, comme lui c'est un autodidacte dépressif dans son coin, là, et lui s'est occupé du mal. Euh... Ça nous met au fond dans une meilleure position que les philosophes qui passent leur temps à parler du bien. Vas-y. Ouais, donc du coup il se la pète un peu, et nanana, l'espace-temps, hop hop hop, c'est moi quand même au-dessus, hein, l'esprit au-dessus de la matière tout le temps. Alors que lui, bah non, Parce que là, le mal, non mais il a raison, quand on se met en colère par exemple, ou quand le mal arrive, c'est là où on voit la vérité, hein, voilà. Et souvent, c'est quand la vérité blesse, hein, on dit, voilà, donc ça blesse, ça fait mal, mais voilà, le mensonge tue, donc je sais pas. Voilà, quand on. à ce côté un peu sacrificiel de faire le contraire de ce que fait un philosophe. Oui, bon, voilà, il a un côté sacrificiel, il s'est un peu sacrifié, comme ça, il fait le contraire de. Bon. Pour ça, il était dans la non-philosophie. À un moment, il y avait tout un courant voilà, dans les années 80-90, de critique de la philosophie classique, quoi, qu'on enseigne dans voilà, l'université ou. Ça, c'est bien, l'hégémonisme, etc. Ça m'a prémuni contre ce que Louis Fouché appelle le déferlement totalitaire actuel. Il est cité, hein, celui Fouché. Déferlement totalitaire actuel, ouais. Mais bon, Louis Fouché, je sais pas si c'est la meilleure des références. Au moins d'avoir longtemps. Il y a Mitterrand, il avait écrit un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent. Est-ce que c'est pas justement une illusion qu'on a à chaque fois, à chaque époque, chaque génération, de dire ah c'est pour maintenant, c'est le grand soir, ah là là, c'est là. C'est-à-dire que voilà, il y a un phénomène de permanence dans l'espace-temps, d'éternité, qui est là de tout temps, et puis qui se juxtapose avec un phénomène d'accumulation et de transformation, d'évolution, de capitalisation. Ouais, donc du coup, on a tendance un peu à mélanger ces deux, et à juste raison, parce que il s'agit bien du même phénomène. Mais, mais vu sous deux angles différents, un angle de permanence et un angle de continuité, quoi. Ça me permet d'avoir pas tout de suite, pour des raisons X, mais je me suis assez vite rendu compte qu'on était dans quelque chose de sacré. Ouais, on est dans le mal, on est dans le mal. Enfin, surtout toi, mais faut que tu ralentisses les traitements Prozac ou quoi, parce que je sais pas ce qu'il lui donne comme cacheton, mais il a pas bonne mine. Donc ouais, on est dans le mal et en fait justement l'origine du mal, le mal ça fait peur, donc forcément ça nous domine, les gouvernements ils jouent là-dessus, donc les sectes et tout ça de tout poil, et ben voilà, hein, du coup il y a toute une logique, hein, qu'on retrouve à toutes les échelles dans le mal et la difficulté c'est de le voir aussi en soi-même, donc le contextualiser quoi. C'est-à-dire pour pouvoir tenir compte du mal à l'extérieur de soi-même, il faut également l'intérieur, l'extérieur, hein. J'essaye de construire cette théorie physique, hein, à tous les points de vue maintenant, hein, vu elle devient vraiment consistante au niveau explicatif là, dans les théories physiques. Ce rapport entre l'intériorité et l'extériorité qui serait une seule et même force, mais quelque chose de fini, mais qui définit, voilà, toutes les forces, toutes les causes du mouvement en qu'elles soient, donc indéfinies, une relativité un peu totale. Et, et donc en fait c'est l'entropie, donc elle est éternelle. C'est de l'entropie, elle est finie définie, mais indéfini, ça correspond un peu à l'entropie, hein. Mais il faut une cause, il faut une éternité de tout temps, quelque chose qui n'existe pas mais qui fait exister pour qu'il y ait un infini, pour qu'elle puisse à chaque fois l'entropie se renouveler et mener à et se transformer au fur et à mesure du temps. Il faut bien qu'il y ait un moteur à cette entropie, quoi. Au niveau du plan en fait, de cette
Je sais pas, c'est comme si je faisais un débat avec Mehdi Belhaj Kassem, quoi. Parce qu'il lui parle de la métaphysique, tiens, on va y arriver. Il y a 4 parties, hein, Mhm. on l'a fait tout à l'heure ensemble. Ah oui, donc il part de 4 formes d'anarchie. Ben, en fait, il essaye de me pomper ma théorie, quoi, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Ça fait un moment qu'elle circule, que je l'ai balancé depuis 2017, je crois. Et donc il a trouvé 4 formes d'anarchie, mais c'est pas mal, hein, c'est une bonne approche axiomatique, hein. Moi j'aime bien. Où il y a l'anarchie la plus totale, c'est pas mal. On va écouter ce qu'il dit, hein. Et des approches de l'anarchie, Mhm. juste pour qu'on comprenne de Mhm. quoi on parle. Mhm. J'ai perdu mon logo, j'espère que je suis pas en train de parler dans le vide à nouveau. Ouais, c'est bon, 35 minutes. C'est bon, on continue. Allez, on essaye de... On va faire une deuxième partie peut-être. Euh, Non, on continue encore un peu. Tout simplement. Bien Et sûr. puis là, on est Mhm. avec un philosophe anarchiste, donc c'est quand même Il rigole parce que franchement, moi je lui présente des anarchistes, laisse tomber, les mecs ils sont pas comme lui, hein. une belle occasion. On voit souvent ce sigle, ce A entouré avec un drapeau noir. On Mhm. voit quelquefois des collègues avec habillés tout en noir. On voit Mhm. avec des drapeaux noirs. Mhm. Voilà. J'aime bien le petit rire. Euh, Il y a aussi les curés, les juges, hein, ils sont en noir, les fascistes, ils sont en noir, enfin bon. alors, on va parler anarchie. Voilà, la première partie, c'est la première définition de l'anarchie. Bon, elle est assez simple, la définition Les trous, ils sont noirs aussi, les trous. vulgaire, et c'est aussi la définition la plus ancienne. Anarchiste, dire bordel, chaos, désordre, dire que Voilà, la matière, elle est noire aussi. Donc voilà, le premier sens, c'est le bordel. ça va pas du tout. Donc on va dire, lui, il parle de 4 sens, hein, mais on va rester sur mon axiomatique sens, forme, fonction, fait. On va essayer de voir si ça colle ou quoi. Donc sens, l'anarchie, genre en mode le bordel, c'est le bordel. La seconde définition, c'est celle de Proudhon. C'est là où on passe de l'anarchie à l'anarchisme. Et Proudhon dit donne au mot anarchisme, au mot anarchie, un sens positif, en disant pour moi c'est la meilleure organisation politique et sociale possible. Donc c'est le suffixe, hein, isme, c'est système, hein, donc système sans hiérarchie. Donc on voit, si on reprend mon hypothèse, enfin la comparaison du champ d'herbe, le champ est à l'espace, donc hop, on prend, si on monte à 500 mètres au-dessus, on va voir juste un truc complètement, enfin, plat, quoi, donc sans pouvoir, donc anarchiste dans le sens, voilà, horizontal. Et donc voilà, on peut voir ça comme ça, c'est une vision vraiment de l'État, une espèce d'égalité parfaite, l'État, l'espace parfait, quoi. Lambda, un bout d'espace, un plan en euclidien, quoi. C'est-à-dire là on a déjà un paradoxe vachement intéressant. J'aurai pas le temps de développer parce que c'est trop vidéo, mais sur lequel j'attire l'attention. Un paradoxe en disant c'est grâce à l'anarchie qu'on va avoir le meilleur ordre social et politique possible. Oui, donc voilà, à l'époque de Proudhon, c'était aussi donc Marx et Bakounine, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'État? Qu'est-ce que c'est que l'État? C'est l'émergence de la conscience de l'État comme problématique, mais surtout une approche très rationnelle de l'État, quoi. Vraiment, enfin, elle l'a toujours été un peu, mais avec l'argent, tout ça. Mais là, c'est quand on a lancé les bureaucraties à grande échelle. La troisième définition, alors ça c'est un livre qui compte beaucoup pour moi, un livre de philosophie que je viens d'ouvrir assez difficile, qui s'appelle Le principe d'anarchie, d'un Allemand qui s'appelle Rainer Schurman. Et il nous dit, Rainer Schurman, qu'on est dans l'époque de l'absence de principe. C'est-à-dire que le... Ah oui, ça vient de une vie sans principe. C'était Fourier ou comment il s'appelait le neveu de. Donc oui, donc sans principe, oui, parce que pas d'autorité, pas d'origine, liberté limitée, voilà, l'espace-temps, c'est difficile de construire des principes quand tout est de l'espace-temps. On est d'accord. Ouais, le passé c'est de l'espace-temps, le présent, le futur, le bien, le mal, tu fais comment après pour construire des principes? Mais, quand on creuse cette question et qu'on dégage une logique, une cohérence, une arithmétique même de l'espace-temps, on voit qu'il y a quand même les principes,
cause, peut-être une nécessité. Ils ont des contingences, plein de choses qui justifient leur présence aussi, quoi. Mais sans justement, peut-être si on veut vraiment saisir avec le plus de recul possible, effectivement partir d'une idée sans principe, vraiment quelque chose de très très libre, très égal, voilà, comme un champ une prairie, quoi. Où quand on la voit de loin, on voit juste une tache, on voit juste une couleur, quoi, un morceau de couleur, et puis quand on s'approche, eh ben, on voit des centaines de milliers de petits brins d'herbe avec dedans des petites fourmis et de la terre en dessous, et voilà. Occident, jusqu'ici, avait toujours réussi à vivre sous la domination d'un grand principe. Les Grecs ont vécu sous la domination du principe de l'unité. Ah, c'est pas mal ça, ouais, son approche aussi, donc l'unité, sens, hein, ouais. Les Romains ont vécu sous la domination du principe de la nature. Forme, la nature, donc comme si la nature était une, hein, sens, unité, forme, fonction, Les médiévaux ont vécu sous la domination du principe de Dieu. fonction Dieu, donc une chose et même chose, qui prend la forme de la nature, dont la fonction est Dieu. Alors Spinoza, c'était ça un peu. Donc dans les fêtes, il va nous dire, dans les fêtes, qu'est-ce que c'est? Les modernes, depuis Descartes, ont vécu sous la domination du principe de la conscience de soi. Fête, dans les fêtes, la conscience de soi. Comment il dit ça en mélangeant les mains? Oui, c'est le cogito, le jeu, quoi, la conscience du jeu, nous, tu, il. C'est ce qu'en termes, disons plus vulgaires, on appelle l'individu. L'individualisme. Donc voilà, hein, l'espace-temps qui émerge, avec la conscience des Grecs, donc déjà c'était le monisme en fait, hein, je crois que c'était Plotin, je crois, qui était l'unisme, le côté de l'unisme. Donc il y avait quelque chose par rapport au polythéisme, au chamanisme, à l'animisme, enfin toutes les croyances qui partaient un peu dans tous les sens. On sentait, donc il y a 2000 ans, 3000 ans, qu'il y avait quelque chose un truc un peu, voilà. Et donc il y avait, c'est vrai, c'était le polythéisme encore à l'époque, donc ça a créé du coup le monothéisme. Et non, parce que c'est plus vieux même le monothéisme avec les Hébreux, hein. Donc je dis des conneries. Euh, Ensuite, il dit la nature. Euh, C'était un principe qui dominait voilà, la nature. Ensuite, Dieu. Ah oui, c'était le principe dominant, d'accord. Quelque chose d'unique, la nature, Dieu, même. Voilà, faut remonter encore avant les Grecs, hein. Je pense on peut remonter loin comme ça, hein. Je pense que l'espace-temps, il a toujours justement, c'est mon hypothèse, il s'est toujours manifesté chez l'humain, mais même chez les animaux, en fait, hein. Il se manifeste de manière inconsciente, mais il se manifeste dans tous les cas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu. L'individu libéral Ouais, c'est un peu c'est un peu plein de jugements de valeur tout ça. C'est-à-dire que voilà, si on transpose. la vie depuis un an et demi s'est définitivement effondrée. Non, alors voilà, effondré, pourquoi? Est-ce que c'est pas justement cette conquête de compréhension qui au début appartenait à toute la nature en fait, et petit à petit il s'est concentré dans le grand espace-temps, le grand tout, et toute cette intelligence qu'il y avait dans la nature, elle s'est concentrée dans la connaissance. Et puis avec les lumières, voilà, à travers Dieu, donc on a commencé à construire des églises, à se rassembler autour des villages, la mairie, l'église, et puis ensuite à travers la technologie jusqu'à l'individu. Et en fait une apparition, voilà, une émergence de l'espace-temps qui est passée à travers les facultés humaines parce que c'était l'animal le plus performant, quoi, en fait, hein. Et après ça part en flèche, ça part en impulsion d'Irak, quoi. Mais voilà, mais je pense qu'on prend n'importe quel animal, enfin un vertébré ou un chien, et on le fait évoluer, on le laisse évoluer, il arrivera lui aussi à fabriquer des machines, à fabriquer des outils. Voilà, c'est pas spécifique à l'homme. Je pense que l'homme, en fait, c'était le plus s'adapter le mieux. Et puis je pense que plus mieux tu t'adaptes et plus tu prends de l'avance sur les autres parce que tu arrives de mieux en mieux à t'adapter. Et du fait tes facultés en plus, et ben ça augmente ta rapidité d'adaptation. Enfin, je sais pas, un Ce truc que comme nous ça.
ça se vérifie ça un peu dans l'apprentissage, hein. Plus on sait de choses et plus on apprend vite en fait. Irina Schurman, c'est que Ou plus on en mémorise de choses. Plus on en sait, plus on mémorise. Vous voyez ce que je veux dire avec donc, nous devons vivre dans cette époque du principe d'anarchie, c'est-à-dire de cet oxymore, de cette contradiction. Une de plus, le principe de l'absence de principe. Ah, voilà. Donc voilà, donc il dit donc maintenant du coup pour le 21e siècle, voilà, c'était l'individu et maintenant, pouf, on arrive à donc ça rejoint hein, le discours des Francs-Mac sur une philosophie, une religion naturelle, hein, une philosophie universelle. Il parle d'un régime aussi, hein, d'instaurer un régime républicain universel, une république universelle. Et puis Belhaj Kassem, il nous parle vraiment d'une condition anarchiste dans la continuité de l'histoire, une histoire qui nous guide naturellement vers l'anarchisme. Bon, moi, ça me paraît un peu fumeux tout ça, hein, c'est pas très construit, hein. De cet oxymore, de cette contradiction. Une de plus, Oxymore, ouais, voilà, une de plus. Hein, j'avais insisté aussi sur ma précédente vidéo sur cette schizophrénie qui papillonne, comme elle avait dit, qui papillonne d'oxymore ou qui, voilà, une farandole d'oxymore. Donc l'oxymore, c'est quelque chose, c'est puissant hein, dans la poésie, tout ça. C'est un peu comme les koans aussi hein, dans le bouddhisme zen, quoi, qui soulèvent qui révèlent des paradoxes vis-à-vis de la pensée. Donc voilà, c'est ce que je vous propose un peu, quoi, de repenser un peu le concept même de paradoxe, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on Est-ce que ce serait pas, voilà, hein, justement, un rapport spatio-temporel qui nous révèle quelque chose et qui se situe dans les mots eux-mêmes hein, pour décrire les phénomènes. Et quand on voit un paradoxe apparaître, c'est qu'il y aura une espèce d'interaction spatio-temporelle à mettre à jour. Et puis c'est comme ça que le langage évolue, je sais pas, mais c'est comme ça que je vois le truc, quoi. le principe de l'absence de principe. C'est-à-dire que voilà, quand on a une grille vraiment très large avec l'espace-temps, donc du coup très libertaire, mais en même temps qui permet d'avoir aussi une identité et de définir des frontières, des territoires, une autorité, parce que voilà, quand on est dans le pur, la liberté pure, c'est là où on se retrouve dans un régime, en faisant tout le reste abstraction, c'est là où on tombe dans... Quatrième définition de l'anarchie, un peu technique, c'est de la modernité philosophique depuis Kant. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, le mot déconstruction, déconstruction de la modernité. Alors maintenant on dit, bon, le mouvement woke, le mouvement machin, c'est des déconstructeurs. Oui, donc c'est ce que je fais un peu à la Derrida, mais en fait c'est dans le discours, c'est déconstruire le discours en fait, la déconstruction. C'est pas forcément déconstruire voilà, un bâtiment, quoi, lui enlever les fenêtres et les machins, ou alors être un homme déconstruit, genre ouais, je fume des pétards, je picole, je vis la nuit, je suis déconstruit. Non, c'est vraiment une méthode linguistique et tout très rigoureuse en fait, hein. Qui à mon avis n'est même pas vrai. Il y a une récupération du mot. Voilà, ouais, bah ça, hein. Mais c'est vrai que la modernité philosophique, que ce soit Kant, que ce soit Schopenhauer, que ce soit Marx, Nietzsche, Heidegger, etc., c'est ce qu'on appelle la déconstruction de la métaphysique. Ça veut dire vraiment. Oui, bon, c'est surtout la laïcité avec les francs-macs, hein, effectivement, mais bon, les philosophes, c'est pas la démarche métaphysique, c'est est-ce que Nietzsche a opéré une déconstruction vraiment, Heidegger, oui, ils essayaient de percer un mystère, surtout, hein, ils cherchaient quelque chose, un truc qui allait avec la modernité, la technologie, hein, ils cherchaient ce que j'ai trouvé, hein, de toute façon, C'est hein. un renversement de l'histoire de la philosophie. Le travail de la philosophie, ça a toujours été justement d'imposer des principes Ah bon? Euh, ouais, de Platon à Descartes, c'est dire faites ceci en passant par Rapin et beaucoup d'autres, c'est faites ceci, faites cela, dirigez-vous comme un guide. oui, c'est vrai qu'il y a toujours une dimension éthique et effectivement où on cherche le bonheur, hein, donc en philosophie c'est un terme important, le bonheur, la liberté, donc forcément on est obligé de passer
Mais bon, imposer, on n'est pas des coachs déjà, les philosophes, et puis encore moins des hommes politiques, hein. Ma version, moi, de la déconstruction par rapport à mon décesseur, c'est justement de m'intéresser à la question du mal. Oui, alors, t'as une petite mine, hein, la question du mal, faudrait partir faire un petit tour en montagne ou quoi, ou prendre l'air un peu, je sais pas, une petite marche, une petite balade, ça te fera du bien. Quelle est la solidarité dans tout ça? La solidarité avec tes voisins, tout ça, je sais pas si tu vas te faire. Enfin là, en ce moment, la solidarité. Heidegger nous a dit, et c'était complètement prophétique, Ah, attention, il dit il faut déconstruire la métaphysique, Heidegger, hein, être étant. et la métaphysique aujourd'hui, ça compris, c'est-à-dire ce qu'ont prescrit Platon, C'est un penseur nazi, hein, Heidegger, hein. la grande république où tout le monde serait élevé comme des veaux, juste Disciple de Husserl, hein, donc c'est pas rien, hein. C'est la phénoménologie allemande début 19e, c'était chaud, chaud, hein. après Descartes qui disait l'homme possesseur, maître et possesseur de la nature, toute la métaphysique s'est accomplie. Leibniz disait Oui, bon, c'est le principe de rationalité, c'est-à-dire que c'est l'humain qui lui-même est très irrationnel, il croit en Dieu, hein, donc même Descartes, hein, où on parle. Mais il cherche toujours, il avance, c'est l'espace-temps en fait, hein. Il rationalise et donc il veut trouver quelque chose de vraiment dur, efficace, où il peut tout maîtriser, ça fonctionne et tout. C'est pas une déconstruction, c'est simplement on avance dans l'évolution humaine et on avance matériellement, donc on avance aussi spirituellement, quoi. Dieu c'est un grand ordinateur. Un grand ordinateur. Tout ça est en train de s'accomplir sous les yeux. Ouais, Et Heidegger a c'est l'espace-temps, hein. très bien prévu, Enfin, c'est que de l'espace en mouvement du fait du temps, c'est là où ça se complique après. diagnostiqué plus exactement. Il ne trouvait pas de prévision, donc diagnostiqué ce qu'il avait sous les yeux. Bah, Heidegger, c'est surtout le disciple de Husserl, et Husserl, enfin, après, c'est tout l'héritage de la philosophie allemande, 3 siècles de philosophie allemande, justement, si on part de Leibniz, et tout ce qu'il y a eu après. Bon, bah voilà, Heidegger, c'est du lourd, lourd. Il a fait une grosse synthèse, en fait, de tout ça, hein, vraiment pour trouver le. Et en fait, ce qu'il cherchait, Heidegger, hein, c'est ce que cherchaient les nazis, hein, c'est la même chose, hein, il y avait cette. Une scientificité qui était là dans l'esprit des nazis, où ils savaient, qu'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose derrière leur science, leur maths, la bombe atomique, tout ça, ils cherchaient, hein. Il disait la métaphysique s'accomplit sous une forme très précise, la technologie. Donc voilà, on y est. La métaphysique, selon Heidegger, s'appliquait sous la forme de la technologie. Donc voilà, l'espace-temps, les nazis, ils cherchaient les extraterrestres, les trucs, ils faisaient des fusées, ils voulaient conquérir les étoiles, hein, c'était parti déjà, hein. Donc, euh, donc ce rapport-là, voilà, la métaphysique, c'est d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, hein, et où est-ce qu'on va. Donc c'est vraiment ce qu'il y a dans le questionnement pur de l'humain. Et après, on voit autour de nous des machines, des guerres, et puis bon, voilà, de la performance du feu, de la maîtrise technologique, beaucoup d'intelligence. Donc voilà, c'est voilà, le phénomène, le problème du phénomène, quoi, hein, comment expliquer la cause de cette vision. Puis bon, à l'époque, il y avait eu Einstein, hein, donc c'était vraiment rentré dans le problème, hein, pourquoi il y a cette relativité, dès qu'on se déplace, hop, ça change le temps, ça change voilà, le vieillissement, tout. Donc dès qu'il y a, voilà, qu'est-ce que, quel est le, c'est-à-dire comme on a toujours cherché Dieu, enfin on cherchait énormément. Déjà dans Dieu, il y avait une grosse recherche. Il nous fallait une réponse, quoi. Et on pensait la trouver justement peut-être avec le libéralisme ou le communisme, et puis les deux ont échoué un petit peu. Puis là, on est là un peu comme des cons à se faire la guerre sur Terre, et on ne sait plus qui est l'ennemi. Maintenant, voilà, on est tous c'est le capitalisme vraiment l'ennemi les uns des autres, quoi, en fonction du. Rainer Koller, on va parler de Koller, parle de totalitarisme technologique. Ouais, pour moi, on est dans une guerre bactériologique en ce moment, parce que c'est voilà la technologie qui règne, donc l'industrie, et l'industrie la plus puissante en fait au niveau financier, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc du coup, Il n'avait pas connu Internet, il n'avait pas connu les GAFAM, il n'avait rien connu de tout ça. bah oui,
C'est dommage, ouais, c'est un peu court et ça mériterait un vrai débat, hein. Donc je vais couper parce que c'est des questions qui mériteraient vraiment des. Ouais, il me reste 5 minutes pour faire 1 heure. Ouais, j'aurais bien voulu creuser tout ça. Et donc, quel est je conclus juste là-dessus, pour concilier ces quatre sens du mot anarchie. Et pas. Ouais, il parle de 4 sens du mot anarchie. Bon, moi je parle d'une axiomatique en toute chose, hein, avec quatre identités, on va dire, quatre distinctions, quoi, cardinales comme ça, euh, qui reviennent aux mêmes, hein. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, je sais pas, 1, 2, 3 et 4, ça revient au même. Hein, qui forment un triangle, effectivement, parce que bon, c'est un point et un autre, un sens forme, un sens qui donne une forme. Et tout de suite, dès que le sens, dès que la forme, hop, il y a un mouvement, donc il y a une fonction qui s'accompagne automatiquement. Et donc cette fonction, elle peut se mesurer dans les faits, donc de façon quadratique. Voilà, c'est en toute chose. Donc c'est vraiment un travail voilà, fondamental que On j'ai peut fait. réfléchir à ce que, avec les Gilets jaunes par exemple, à ce que pourrait être un anarchisme politique aujourd'hui. Oui, bah avec les gilets jaunes, un anarchiste politique, c'est apéro géant, allez, vas-y. Non, et puis après, voilà, hein, c'est quand même super tendu, hein, en face. Et puis les gilets jaunes, pourquoi c'est aussi les jaunes, c'est les Chinois, hein, ils sont plus d'1 milliard. C'est chaud tendu, hein. C'est vrai qu'il prend l'exemple aussi à un moment de l'offensive. Oui, bah oui, on achète des voitures, le protectionnisme américain pour revenir un peu sur les réformes de l'Union européenne en ce moment là, et puis l'offensive un peu avec l'OTAN, l'offensive militaire, pas l'offensive militaire, mais le renforcement militaire de l'OTAN à nouveau. C'est que les Américains donc interdisent, donc voilà, financent les voitures américaines, le commerce de voitures américaines, et puis chez nous on achète des Tesla, et les Tesla elles sont fabriquées en Chine, donc voilà, nous on est un moyen de faire du commerce avec la Chine, hein, de maintenir un équilibre un peu. Et voilà, c'est vrai que l'Europe et la France, un peu, on est un petit peu l'idiot du. Ils comparaient ça comme ça, quoi, l'idiot du village, quoi. Ah, on peut faire des pauses, dis donc. Ah, bah super. Bon, bah je vais arrêter parce qu'elle est déjà super grande, ça va être super long. Allez, stop.